Bienvenue dans cette exploration consacrée aujourd'hui à une véritable légende de l'athlétisme. Imaginez un peu, Athènes 2004, la finale du 1500 mètres. 8 longues années de doutes, de malchance parfois, de défaite aussi, qui pèsent lourd sur les épaules d'un homme. Cet homme, c'est Hicham El Karouj. Il court pour l'or, oui, mais aussi pour l'histoire, et peut-être surtout pour une forme de libération. C'est exactement ce parcours, assez incroyable, il faut le dire, qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. On s'est appuyé sur pas mal de sources, des articles, des analyses, des témoignages aussi, pour vraiment retracer l'ascension de cet athlète marocain hors norme. Depuis ses tout débuts, là-bas à Berkane, jusqu'à ses records mondiaux. Et sans oublier les moments difficiles, les doutes et bien sûr les triomphes qui ont marqué toute une génération. Tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre ce qui a forgé cette carrière exceptionnelle et puis de voir quel héritage il laisse au Maroc et dans le monde de l'athlétisme en général. Alors, commençons par le commencement. Hicham El Guerrouj naît en 1974 à Berkane, dans le nord-est du Maroc. Famille modeste et très vite une passion pour la course à pied. Oui, et son talent, il est repéré assez tôt. Faut dire que le Maroc, à l'époque, avait un système de détection plutôt bien fait. Des tests assez simples, course courte, demi-fond, saut en longueur sans élan, des tests médicaux aussi. Et c'est comme ça qu'il sort du lot. Et le grand tournant, c'est quand? C'est en 1992. Il a 18 ans et il intègre l'Institut national d'athlétisme à Rabat. Là, c'est un autre monde. Il rejoint les meilleurs athlètes, les meilleurs entraîneurs, et il peut vraiment se spécialiser dans le demi-fond. C'est là que tout démarre sérieusement, en fait. On le voit vite sur la scène internationale. Ah oui, très vite. Dès 92, il est aux Mondiaux Juniors de cross, il fait 14e, c'est déjà pas mal. Et la même année aux Mondiaux Juniors sur piste, à Séoul, il fait 3e sur 5000 mètres. Un bon chrono déjà. 13,46,79. Pas mal du tout pour un junior. Et puis en 94, là, il marque vraiment les esprits. Il y a les relais mondiaux sur route, et le Maroc gagne devant l'Éthiopie de Geb Selassie et le Kenya, excusez du peu. Et El Guerrouj, il court son 5 km en 13,43. Impressionnant. Et sur 1500 mètres, sa distance de prédilection? La même année, 1994, il a 19 ans, il claque un 3,33,79. Là, on se dit, attention, il y a quelqu'un qui arrive. Mais bon, à cette époque, le 1500 mètres, il y a un patron. Noureddine Mourseli, l'Algérien. Exactement, Morceli, forcési, c'est le roi. Il a pris la suite d'une autre légende marocaine, Saïd Aouita, et il collectionne les records, il domine outrageusement. Même s'il a eu une petite déception aux Jeux de Barcelone en 92, il reste l'homme à battre. C'est face à lui que le jeune Hicham va devoir faire ses preuves. Et la première grosse confrontation, c'est quand? Göteborg 95. C'est ça, les championnats du monde 1995, Morceli gagne, logique on va dire, mais El Guerrouj prend la médaille d'argent. Et là, tout le monde comprend que le duel est lancé pour de bon. Ce qui nous amène directement à Atlanta, aux Jeux Olympiques de 1996. Là, l'attente est énorme. Ah oui, c'est le choc annoncé. Morceli qui cherche enfin cet or olympique qui lui manque, et El Guerrouj, l'étoile montante qui veut le détrôner. Grosse pression. Et cette finale, elle tourne au cauchemar pour El Guerrouj. Le dernier tour, il est là, au contact de Morceli, et puis il trébuche, il tombe. Oui, une chute terrible. Les images de ses larmes sur la piste, ça a fait le tour du monde, ça a marqué les esprits. Sur l'incident lui-même, les versions divergent un peu. Un contact, des mots échangés ou pas. Peu importe les détails, au fond. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que cet échec, aussi brutal soit-il, va avoir un effet paradoxal. Ça va décupler sa détermination. Une sorte de rage de vaincre qui va le porter pour la suite. La meilleure preuve, c'est qu'un mois après les Jeux, il bat Morceli. Voilà. Le message est clair. Et là s'ouvre une période incroyable. De 1997 à 2004, grosso modo, c'est lui le roi. Le règne d'El Guerrouj. Et les records qui vont avec. Ah oui, alors là, il affole les chronos. D'abord en salle, dès 97, record du monde du 1500 mètres en 3,41,18 et record du monde du mile en 3,48,45. Et puis en extérieur, les records les plus mythiques. Rome, juillet 1998, le 1500 mètres. 3 minutes, 26 secondes, 00 centièmes. C'est juste fou, ça tient toujours d'ailleurs. Carrément. Un temps venu d'ailleurs. Et un an plus tard, rebelote à Rome. Même meeting, même piste mondo, réputée très rapide. Cette fois, il s'attaque au record du mile. Le mile, 1609 mètres. Le record de Morceli était la cible, je crois. C'est ça, 3,44,39. Et la course est folle. Il y a des lièvres kenyans pour lancer le rythme, c'est très rapide.
Mais Hicham n'est pas tout seul. Ah, Non, un jeune Kényan, Nohan Jenny, s'accroche comme une sangsue. Il le pousse jusqu'au bout. Les descriptions de l'époque parlent d'El Garouche qui grimace, qui doit vraiment puiser dans ses réserves pour tenir dans la dernière ligne droite. mais il tient. Il tient. Record du monde, 3,43,13. N'Geni, juste derrière, en 3,43,40. C'est toujours encore aujourd'hui le deuxième meilleur temps de l'histoire sur le 1000. Incroyable duel. El Guerrouj a dit après qu'il avait eu mal au genou, qu'il avait perdu un peu sa concentration. Oui, c'est ça, il a mentionné une douleur, un moment de flottement, et puis il a vu N'Geni sur l'écran géant du stade. Et là, l'instinct du compétiteur a repris le dessus. Il s'est focalisé sur la victoire, plus que sur le chrono à ce moment précis. Et pendant ce temps, il gagne aussi les titres mondiaux. Ah oui, en parallèle des records, il est intraitable en championnat. 4 titres de champion du monde du 1500 mètres d'affilée, 97, 99, 2001, 2003. Le patron, c'est lui. Il semble imbattable. Imbattable. Sauf peut-être face à la malédiction olympique, parce qu'après l'échec d'Atlanta, tous les yeux sont braqués sur Sydney en 2000. Là, il est archi favori. Oui, et la pression est inimaginable. La pression du pays, des médias, sa propre pression aussi. Le souvenir d'Atlanta. C'est énorme. Il y a eu des analyses après coup disant que peut-être sa prépa finale avait trop mis l'accent sur l'endurance, moins sur le finish. La vitesse pure, oui. Voilà. Mais bon, au-delà de ça, le poids psychologique a dû être considérable. Et en finale à Sydney, malheureusement, le scénario catastrophe se répète d'une autre manière. Dernière ligne droite, son terrain de jeu normalement, et là il n'arrive pas à produire son accélération habituelle. Il se fait déborder Et par qui? par Noah N'Geni. Encore lui. Son rival du record du 1000 qui prend l'or olympique. Pour El Guerrouj, c'est un coup de massue. Peut-être même plus dur qu'Atlanta, parce que là, pas de chute, il est au top de sa forme, mais il est battu à la régulière. Ça a dû être terrible à encaisser. Ah oui, apparemment il a vraiment traversé une période très sombre. Certaines sources disent même qu'il a pensé à arrêter sa carrière. On peut comprendre. 2 Jeux Olympiques, 2 énormes déceptions alors qu'il domine le monde entre-temps. Mais il ne s'arrête pas. Non, il trouve les ressources pour repartir. Il conserve ses titres mondiaux en 2001 et 2003, et pour les Jeux suivants, Athènes 2004, il annonce un truc un peu fou. Il va tenter le doublé 1500 mètres et 5000 mètres. Le doublé. C'est un sacré pari. Surtout sur 5000 mètres face au nouveau Cador. Exactement. Bekele, Kipchoge, la nouvelle génération éthiopienne et kenyane est là, très forte. D'ailleurs, la préparation pour Athènes n'est pas simple. Il y a une grosse alerte de santé au printemps, une allergie respiratoire qui remet tout en question. Ah oui, j'avais oublié ça. Il se soigne, il revient, mais ses courses de préparation sont mitigées. Des défaites, des victoires pas très convaincantes. Le doute s'installe un peu. Mais son entraîneur, Abdelkader Kada, lui, il garde confiance. Et arrive le jour J. 24 août 2004, finale du 1500 mètres à Athènes. La tension est palpable. Son grand rival, c'est Bernard Lagat, devenu américain entre-temps, qui l'a battu peu avant les Jeux. La course est très tactique au début. Puis El Guerrouj prend les commandes, à 800 mètres de la fin, il essaye de durcir. Lagat s'accroche. Et la dernière ligne droite. On retient son souffle. C'est irrespirable. Lagat attaque. Il revient à la hauteur d'El Guerrouj. On a l'impression qu'il va passer, mais non. Hicham résiste, il se bat comme un lion, il jette tout ce qu'il a et il gagne. Pour 11 centièmes de seconde. L'explosion de joie, les larmes. L'image est restée gravée. La délivrance enfin, après 8 ans. La fin de la malédiction sur 1500 mètres. Un soulagement immense. Mais ce n'est pas fini. Non, car il y a encore le 5000 mètres quelques jours plus tard. Face à Bekele, le grand favori. La course est assez lente, très tactique, ce qui sur le papier peut favoriser El Guerrouj et sa pointe des vitesses. Et le dernier tour est complètement fou. Kipchoge lance, Bekele contre et prend la tête à 200 mètres de l'arrivée. On se dit, c'est plié. Tout le monde pense ça. Mais El Guerrouj est encore là. Il s'accroche, il grignote, il remonte Bekele dans les tout derniers mètres et il passe sur la ligne. Incroyable. Le doublé 1500-5000. Et historique? Ah oui, historique. Le dernier à avoir fait ça, c'était Paavo Nurmi, le finement des volants en 1924. Ça date, hein? 80 ans. Là, El Guerrouj entre pour 2 bonds dans la légende absolue de l'athlétisme. C'est la consécration ultime. Une carrière pareille, ça repose forcément sur un entraînement hors du commun. On sait un peu comment il se préparait, au-delà du système marocain et des stages en altitude à Ifrane? Oui, on a quelques infos, notamment grâce à des analyses faites après sa carrière. Sous la houlette de Kada, son entraîneur de toujours, c'était un mélange assez subtil, mais très exigeant de qualité et de volume. On parle de moyennes qui tournent autour de 160 km par semaine. C'est énorme.
Oui, c'est beaucoup, avec parfois des pointes bien au-delà apparemment. Mais attention, c'était pas juste faire des kilomètres. Il y avait un gros accent mis sur l'intensité, sur la qualité des séances. C'est-à-dire, quels étaient les grands axes de travail? Alors, d'après ce qu'on sait, il y avait plusieurs piliers. D'abord, l'endurance aérobie de base, bien sûr, avec des footings longs, mais aussi des sorties à des allures déjà rapides, parfois proches de 3 minutes au kilomètre, voire moins. Ensuite, tout un travail de force et de puissance. Musculation? Oui, musculation ciblée, avec des poids libres, des machines spécifiques, beaucoup de gainage aussi. Et puis du travail en côte, très dur, et de la pliométrie, les multibonds, les haies basses, pour développer l'explosivité, la réactivité du pied. Et le travail spécifique sur piste, l'allure de course? Ah bah ça, c'était crucial évidemment. Des séances très intenses, souvent avec des lièvres pour simuler les conditions de course, les changements de rythme. Ça pouvait être des séries de 400 mètres très rapides avec très peu de récup, ou des pyramides du genre 1600 mètres, 1200, 800, 400, avec des récup courtes et dégressives. Le but, c'était de tout développer en même temps, en gros, Ouais. hein. C'est un peu ça, oui. Travailler la VO2 max, la capacité à consommer de l'oxygène, mais aussi le seuil anaérobie, la capacité à tenir un effort intense longtemps et la résistance à la fatigue, la capacité à finir vite. Il s'inspirait pas mal, Elguerouge l'a dit lui-même, de certaines méthodes britanniques des années 80, comme celle de Peter Coe, le père et entraîneur de Sébastien Coe. Un entraînement à la hauteur du champion? D'une intensité folle? Après ce triomphe d'Athènes, il arrête sa carrière en 2006. Et il laisse une trace immense. Ah oui, gigantesque. Surtout au Maroc, évidemment. Là-bas, c'est plus qu'un athlète, c'est un symbole. Un symbole de réussite, de persévérance, venu d'un milieu simple. Il a montré à toute une jeunesse que c'était possible d'atteindre les sommets par le travail. C'est une source d'inspiration énorme, Et son succès a eu un impact concret sur l'athlétisme marocain, hein. indéniablement. Les chiffres le montrent bien. Après ces années de gloire, on a vu une nette augmentation du nombre de pistes d'athlétisme dans le pays, le nombre de licenciés dans les clubs a grimpé en flèche, les budgets de la fédération ont augmenté, ça a créé un élan. Qui a permis l'émergence d'autres talents. Oui, ça a contribué, c'est sûr. On pense aujourd'hui à Soufiane El Bakkali, par exemple, qui brille sur 3000 steeples. L'héritage d'Alguerouge, il est là aussi. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est sa reconversion après le sport. Il n'est pas resté inactif. Pas du tout. Il a montré la même détermination dans les affaires. Il a investi dans pas mal de secteurs. L'immobilier, l'hôtellerie, l'agroalimentaire même, avec une marque d'huile d'olive de qualité, le commerce international. Il est devenu un homme d'affaires qui compte et qui participe au développement économique du Maroc. Et il n'a pas oublié d'où il venait, avec sa fondation. Exactement. Une fondation qui aide les jeunes, notamment dans les milieux défavorisés, à travers l'éducation et le sport. C'est ça aussi, l'héritage d'El Guerrouj. L'athlète de légende, mais aussi l'homme d'affaires et le philanthrope. Pour résumer, on a donc le parcours d'un gamin de Berkane devenu roi du monde, avec des records qui semblent, oui, gravés dans le marbre, mais un parcours aussi marqué par des échecs terribles qui ont finalement forgé sa légende et l'ont mené à cette apothéose incroyable à Athènes. C'est tout à fait ça. Son héritage, ce sont les chiffres, les chronos fous, ce doublé olympique unique. Mais c'est surtout, je crois, l'image d'une volonté hors norme, d'une résilience face à l'adversité. Une icône qui inspire bien au-delà des stades. Et pour finir, peut-être une question qu'on peut laisser en suspens. Quand on voit l'intensité de son entraînement, mais surtout l'énorme pression psychologique qu'il a dû gérer, particulièrement cette attente folle autour des Jeux Olympiques, qu'est-ce que son histoire nous apprend finalement sur la force mentale qu'il faut avoir, non seulement pour arriver au sommet, mais surtout pour y durer? C'est peut-être ça la leçon la plus forte.